Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de produit scalaire et de calcul d'angle. Alors, la définition du produit scalaire se fait de la façon suivante. Produit scalaire de deux vecteurs, noté U, point V, donc on met un point entre les deux. D'ailleurs en anglais on appelle ça dot, product, donc un produit avec un dot, un point, est donné par le produit des composantes parallèles. Donc je m'explique, j'ai un vecteur U, un vecteur V. Je peux rapporter la composante de V qui est parallèle à U, c'est la composante A. Et puis évidemment, j'ai la longueur de U qui est B. Donc le produit scalaire, par définition, c'est le produit de ces deux valeurs-là. Évidemment, le résultat du produit de ces deux valeurs-là, c'est pas un vecteur, c'est un scalaire, d'où le nom produit scalaire. Bon, il faut aussi comprendre que par définition, si la composante de V qui est parallèle à U est en sens opposé de U, ben, dans ce cas-là, par définition, le produit scalaire est négatif. Si les vecteurs sont perpendiculaires, donc la composante de V parallèle à U est nulle, dans ce cas-là, le produit scalaire est 0. Donc, produit scalaire négatif, ça signifie que l'angle entre les deux vecteurs, le plus petit angle entre les deux vecteurs est plus grand que 90 degrés. Produit scalaire nul nous indique que l'angle est de 90 degrés. Et produit scalaire plus grand que 0 nous indique que le petit angle entre U et V est plus petit que 90. Bon, peut-être que vous vous posez une question quand vous avez vu la définition. Peut-être que la question que vous vous posez, c'est oui, mais comment je sais si je regarde la composante de V qui est parallèle à U ou si je regarde la composante de U qui est parallèle à V? Et il s'avère que ça n'a pas d'importance. Donc, je démontre ça dans l'exemple suivant. Ici, j'ai en rouge et en bleu. Donc, en rouge, c'est la composante de V qui est parallèle à U. Tandis que si je regarde sur V, la composante de U qui est parallèle à V, c'est ce qui est en vert ici. Donc, si je fais U fois V, ça me donne A fois B, le rouge fois le bleu. Si je fais V fois U, cette fois-là, je vais faire C fois D. OK. Maintenant, j'ai deux triangles rectangles dans cette figure-là. J'ai un angle droit ici et un angle droit là. Ces deux triangles rectangles qui ont un angle en commun, donc ce sont deux triangles semblables. Donc les proportions sont les mêmes. Donc dans le petit triangle, si je regarde A, le côté adjacent, sur C, l'hypoténuse, ça va être la même chose que dans le grand triangle, c'est-à-dire D, le côté adjacent à l'angle, sur l'hypoténuse qui est cette fois-ci B. Donc A sur C est égal à D sur B. Donc j'en conclus que AB est égal à CD. Et donc que U fois V est égal à V fois U. Donc ça n'a pas d'importance, est-ce que je regarde la composante de U qui est parallèle à V ou la composante de V qui est parallèle à U. On a une formule pour calculer le produit scalaire qu'on peut appeler la formule polaire. On l'appelle comme ça parce qu'on sert des longueurs et puis de l'angle. On pourrait l'appeler la formule trigonométrique aussi. Donc le produit scalaire de U et V, c'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de θ, où θ, c'est le petit angle entre U et V, donc le plus petit des deux, parce que celui-là, il y en a un grand aussi qui est celui-là. Donc si on utilise le petit angle entre U et V, on peut calculer le cos θ, puis le produit scalaire avec cette formule-là. Donc c'est bien cette formule-là, mais on va en avoir une autre un peu plus tard, celle qui sert des coordonnées cartésiennes. Donc on va faire d'abord la preuve de ce théorème-là. Donc ici j'ai mon diagramme avec mes vecteurs UV, la composante de V qui est parallèle à U. Donc si je regarde le cosinus de θ, c'est adjacent sur hypoténuse, donc c'est A sur la norme de V, comme ceci. Donc ça signifie que A, c'est la norme de V fois le cos de θ. Tandis que B, c'est la longueur de U. Donc je vais utiliser ça. U fois V, c'est A fois B. A, je sais que c'est norme de V fois cos θ, et B, c'est norme de U. Alors, je réarrange comme ça.
Et j'ai terminé la preuve. Le produit scalaire a plusieurs propriétés. Donc en voici quelques-unes. La première, j'en ai déjà parlé. U fois V, c'est la même chose que V fois U. Propriété PS2, j'ai un scalaire K. Donc si je fais K fois U, ensuite le résultat ici de cette opération va être un vecteur. Je peux calculer le produit scalaire avec V. Donc, je peux mettre mon scalaire ici, je peux le mettre à la toute fin, auquel cas ici je vais faire le produit entre un scalaire ici et un scalaire là. Je peux mettre mon scalaire K sur le facteur V, aussi le vecteur V, et que je calcule d'une façon comme de l'autre. Dans tous les cas, ça va donner la même valeur. Ça va donner un scalaire, une valeur numérique. PS3, c'est une propriété de distributivité, donc U plus V produit scalaire avec W, c'est U fois W plus V fois W. Propriété de distributivité. PS4, si je calcule le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même, ça nous donne le carré de sa norme. Et PS5, la valeur absolue du produit scalaire, c'est toujours plus petit ou égal au produit des normes. Ok, maintenant la formule cartésienne dont je vous parlais un peu plus tôt. Donc, quand nos vecteurs sont écrits dans la base canonique, on peut utiliser cette formule-là dans R2. Ça, c'est pour le produit scalaire dans R3. Donc, on fait le produit des composantes en X plus le produit des composantes en Y. Dans R3, c'est le même principe, sauf qu'on ajoute, la somme du produit des composantes en Z. Donc, on peut faire ça, on peut faire la preuve de la façon suivante. L'idée, c'est de se servir des propriétés dont j'ai parlé un peu plus tôt. Ici, j'ai le premier vecteur que j'écris x1 fois i plus y1 fois j, le deuxième x2 fois i plus y2 fois j. Donc, je peux distribuer tout ça. Donc, ça va me donner 4 termes. Ici, mes scalaires x1, x2, je peux les mettre en évidence. Ici, x1, y2 en évidence. Même chose pour les autres termes. Donc, il me reste 4 produits scalaires à faire. Donc, i fois i, ça donne le carré de la norme de i qui est 1. I fois j, ça donne 0 parce que i et j sont perpendiculaires. Même chose pour j fois i, ça donne 0. Donc, je peux oublier mes deux termes centraux. Il me reste le tout dernier terme. J fois j, ça me donne le carré de la norme de j qui est 1. Donc, au final, je trouve le premier terme, x1, x2, et le dernier terme, y1, y2. Bon, dans le cas du produit scalaire de R3, l'idée est la même. Donc, j'ai deux parenthèses avec chacune 3 termes. Je distribue tout, ça me fait 9 termes. De ces 9 termes-là, il y en a seulement 3 qui sont non nuls, qui sont x1, x2, plus y1, y2, plus z1, z2. Ok, il y a une application importante du produit scalaire. C'est dans le calcul du travail en physique. Lorsqu'une particule subit une force constante F, tout le long d'un déplacement rectiligne D, le travail effectué par la force est donné par, donc on fait le produit scalaire de la force multiplié par le vecteur de déplacement. Donc ça, c'est une formule qui est vraie en général, même quand la force n'est pas parallèle au déplacement. Et donc ça nous donne la quantité qu'on appelle le travail. Par exemple, calculer le travail effectué par la force constante F est égal à 2-3,4 Newton le long du déplacement rectiligne du point A de coordonnées 1-2,3 mètres au point B de coordonnées 5,01 mètres. Ok, donc j'ai mon déplacement comme ceci, puis j'ai ma force qui est dans ce sens-là. Ok, donc l'idée c'est de simplement trouver le vecteur déplacement, qui est le vecteur AB, donc on calcule B moins A, ce qui nous donne les composantes 4, 2, moins 2. Et ensuite on fait le produit scalaire avec le vecteur force, 2 fois 4, 8, moins 1 fois 2, moins 2, 4 fois moins 2, moins 8. On calcule tout ça, ça nous donne moins 2 joules. Bon, plus généralement, le produit scalaire, si j'ai n composantes, ben c'est la généralisation naturelle. Donc, qu'on soit dans R2, dans R3, dans R4, peu importe.
C'est un peu comme je vous disais dans la vidéo précédente. Algébriquement, il n'y a pas la barrière de la troisième dimension. On peut faire des calculs en 4 dimensions, 5 dimensions. C'est juste un terme de plus dans nos formules, dans nos calculs. Donc ici, on a un petit exemple dans lequel on applique un produit scalaire. C'est pas un contexte géométrique, mais c'est un produit scalaire en 4 dimensions. Si on l'interpréterait de façon géométrique, ce serait ça. Ce serait un produit scalaire en 4 dimensions. C'est amusant parce que c'est un problème très simple. C'est un problème un petit problème de comptabilité tout simple. Donc, on a une caisse enregistreuse qui contient un billet de 100 $, 4 billets de 50 $, 30 billets de 20 $ et 10 billets de 5 $. La question, c'est utiliser le produit scalaire pour calculer le montant total que contient la caisse. Donc, j'ai 10, 4, 30, 1, 4, 30, 10, le vecteur des quantités, tandis que j'ai le vecteur des valeurs aussi, 150, 20 et 5. Donc, quand je calcule le produit scalaire des deux, ben, j'additionne tous les montants. Donc, 1 fois 100, donc, dans le compartiment des billets de 100, j'ai 100 $. Dans le compartiment des billets de 50, j'ai 200 $. Dans le compartiment des billets de 20, j'ai 600 $. Dans le compartiment des billets de 5, j'en ai 50 $. J'additionne tout ça, ça me fait un total de 950 $. Et donc, j'ai calculé ça à l'aide d'un produit scalaire. Maintenant, l'angle entre deux vecteurs. L'idée de cette section-là, c'est d'utiliser à la fois la formule polaire pour le produit scalaire et la formule cartésienne. Donc, je peux isoler θ dans cette formule-là. Θ, c'est l'arccosinus du produit scalaire divisé par le produit des normes. Donc, le produit scalaire, en vertu de la formule cartésienne, c'est ça. Ici, la norme du premier, c'est ça. La norme du deuxième, c'est ça. Donc, cette formule-là nous permet de calculer l'angle entre deux vecteurs. Par exemple, j'ai 3 points dans l'espace à 3 dimensions. Le point A de coordonnées 1, 0, 0, B de coordonnées 0, 2, 0 et C de coordonnées 0, 0, 3. On cherche à calculer l'angle ACB. Donc, ACB, C c'est le deuxième point, donc c'est l'angle qui se trouve au sommet du triangle en C. Donc, l'idée, c'est de calculer le vecteur CA, utiliser le vecteur CA et le vecteur CB. Donc, on trouve le vecteur CA en faisant A moins C, extrémité moins origine. Même principe pour CB, extrémité B moins origine C. Ça nous donne ces deux vecteurs-là. Puis, on applique la formule. Donc, produit scalaire sur le produit énorme. Si le produit scalaire va nous donner 9, la norme de CA, racine de 10, la norme de CB, racine de 13. Et donc, si on calcule ça à la calculatrice, évidemment, si on n'a pas de calculatrice, on laisse la réponse comme ça. Mais si on a une calculatrice, on peut évaluer ça en degrés, 38,87 degrés. C'est un autre exemple. On nous demande de trouver l'équation du cône de R3, dont l'axe de symétrie est l'axe des Z, le sommet est l'origine, et l'angle d'ouverture est pi sur 4 radians. Donc, l'angle d'ouverture, c'est l'angle entre l'axe du cône, ici c'est l'axe des Z, et la paroi du cône, donc c'est un angle de 45 degrés, de pi sur 4 radians. Et on cherche la formule, l'équation de ce cône-là. Donc, pour résoudre ça, il va falloir utiliser les deux formules pour le produit scalaire, à la fois la formule polaire et la formule cartésienne. Donc, c'est ça, on va calculer le produit scalaire entre un vecteur OP, donc P c'est un point de coordonnées X, Y, Z, et le vecteur K qui est le vecteur unitaire, parallèle et de même sens que l'axe Z. Puis quand je calcule ce produit scalaire-là en utilisant la forme polaire, donc c'est la norme de OP, la norme de K, le cos de l'angle. La norme de OP, c'est cette racine-là. La norme de K, c'est 1, donc je peux l'omettre. Et le cos de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Quand je calcule le même produit scalaire en utilisant la formule cartésienne, je trouve simplement Z. Donc je sais que cette racine-là, ou ces racines-là, est égale à Z.
Donc voilà, la racine est égale à z. Il me reste simplement à simplifier cette équation-là. Donc je peux d'abord multiplier par 2. Donc ça me donne ça qui est égal à 2z. Ensuite, je peux mettre au carré de chaque côté. C'est 2 fois ça qui est égal à 4z carré. Ensuite, je peux diviser par 2 de chaque côté. Donc x carré plus y carré plus z carré, c'est 2z carré. Et donc je trouve cette formule-là, x carré plus y carré égale à z carré. Et finalement, je peux isoler z en extrayant la racine carrée. Ça me donne ceci. Et donc ça, c'est l'équation du cône qu'on cherchait. Ok, définition. Deux vecteurs u et v sont dits orthogonaux si le produit scalaire donne 0. Si en plus u et v sont non nuls, alors on dit qu'ils sont perpendiculaires et on écrit avec le symbole de perpendicularité. Exemple, montrer, à l'aide du produit scalaire, que les diagonales d'un losange se croisent à angle droit. Donc voici un exemple de losange. Donc je rappelle qu'un losange, c'est un quadrilatère où est-ce que les quatre côtés sont de même longueur. Donc pour faire ça, pour démontrer ça, je vais mettre des vecteurs sur les côtés de mon losange. Donc vecteur U comme ceci, vecteur V comme ça. Alors les diagonales deviennent d'une part la somme U plus V ici, et d'autre part la différence, ici V moins U, donc extrémité V moins origine U. Ok, je vais faire le produit scalaire de V plus U avec V moins U. Donc, ça me donne 4 termes, mais bon, les deux termes centraux vont s'annuler puisque le produit scalaire est commutatif. V fois U moins U fois V va donner 0. Ok, le premier terme, V fois V, c'est la norme de V au carré. Le dernier terme, U fois U, c'est la norme de U au carré. Ok, maintenant, ce qui me reste, c'est la norme de V au carré moins la norme de U au carré. Or, il s'avère qu'on est dans un losange, et donc que les côtés sont de même longueur. Donc, cette différence-là donne 0. Et le fait que le produit scalaire donne 0, ça nous indique que les deux diagonales en bleu sont perpendiculaires. Ok, prochaine définition. Donc ça, c'est utile quand on se trouve seulement dans R2. Il n'y a pas d'équivalent pour R3. Soit U, un vecteur de R2. Le perpendiculaire de U, noté U avec le symbole de perpendicularité, elle est le résultat de la rotation de 90 degrés de U autour de son origine, en sens antihoraire. Donc on le tourne comme ceci en sens antihoraire, ça nous donne le perpendiculaire de U. C'est ça, il est de même longueur que U. Voici les propriétés de cette opération-là. Donc, si je calcule le perpendiculaire de K fois U, c'est la même chose que K fois le perpendiculaire de U. Le perpendiculaire de la somme, c'est la somme des perpendiculaires. Le perpendiculaire de I, c'est J. Le perpendiculaire de J, c'est moins I. U et son perpendiculaire sont de même norme. Et le produit scalaire de U avec son perpendiculaire donne le scalaire 0, puisqu'ils sont orthogonaux. Ok, ces propriétés-là vont nous aider à démontrer la formule suivante. Donc, U qui est de composante AB, alors son perpendiculaire, c'est moins BA. Donc, voici comment on le démontre. AB, c'est la même chose que AI plus BJ. Donc, il faut calculer le perpendiculaire de la somme. Ça, c'est la somme des perpendiculaires. Ensuite, les scalaires A et B, on peut les sortir. Perpendiculaire de I, c'est J. Perpendiculaire de J, moins I. Donc, je réécris ça comme moins BI plus AJ. Et je trouve moins BA, qui est bel et bien mon perpendiculaire de U. Ok, maintenant, on va apprendre à se servir de cet outil-là qui constitue le perpendiculaire. Les sommets A, B, C et D forment un carré. Trouvez les coordonnées de C et D. Donc j'ai A, B, C et D. On me donne que A et B. Okay, voyons voir comment on fait ça.
commencer par D d'abord. Donc, pour calculer D, je me situe sur le point A, puis je lui ajoute le vecteur AD. Donc, D est égal à A plus AD. Ça, c'est la définition de l'addition affine entre un point et un vecteur. Donc, le vecteur AD, c'est le résultat du calcul du perpendiculaire du vecteur AB. OK, donc, le point A, je connais ses coordonnées, ça m'est donné. Les coordonnées sont 1, 5. Le vecteur AB, on peut le calculer parce qu'on nous donne des coordonnées de A et des coordonnées de B. Donc, il faut calculer le perpendiculaire de 4 moins 3, qui nous donne moins BA, donc 3 et 4. Donc, j'additionne ça, ça me donne les coordonnées 4, 9. Donc, les coordonnées de D sont 4, 9. Similairement, pour le point C, je me place sur le sommet B et je lui ajoute BC. Mais bon, BC, c'est la même chose que AD. AD, c'est le perpendiculaire de AB. Donc ici, j'ai le perpendiculaire de AB. Donc j'ai le point 5, 2. Je lui ajoute ce perpendiculaire-là qui est 3, 4. Donc je passe de 5, 2 à 6, 8. Et donc ça, ce sont les coordonnées du point C. OK, maintenant, dernière notion, la notion de projection orthogonale. Donc, supposons que j'ai un vecteur U, un vecteur V. Je veux projeter le vecteur U sur le vecteur V. Donc, c'est un peu la même chose que quand je parlais des composantes parallèles, sauf que cette fois-ci, ça va être non pas scalaire, mais bien vectoriel. Donc, ici, j'ai dessiné un soleil. C'est un peu comme si je regardais l'ombre de U sur la direction de V. Donc, l'ombre de U sur la direction de V, c'est le vecteur en bleu que j'écris U vectoriel avec la flèche, avec en indice le vecteur V qui est la flèche. Mais bon, ce qui compte là-dedans, c'est pas tellement le vecteur V que sa direction sous-jacente. Donc ça, c'est visuellement puis géométriquement la définition de la projection orthogonale. Donc, de façon plus systématique, la définition est la suivante. Étant donné deux vecteurs U et V avec V non nul, la projection orthogonale de U sur V est l'unique vecteur, donc on note U avec un indice V, tel que UV est parallèle à V, donc le vecteur en bleu ici est parallèle au vecteur rouge, premièrement, et deuxièmement, la différence U moins la projection est orthogonale à V. La différence ici, c'est ce qui était comme le rayon du soleil, il est perpendiculaire au sol, donc il est perpendiculaire à V. Ça nous amène à la formule suivante, énoncée dans un théorème. Étant donné deux vecteurs U et V non nuls, la projection orthogonale de U sur V est donnée par cette formule-là. Donc c'est le produit scalaire des deux vecteurs divisé par le carré de la norme du vecteur sur lequel on projette et multiplié par le vecteur sur lequel on projette. Donc il faut comprendre que cette fraction-là, elle nous donne un scalaire, et puis ce scalaire, on le multiplie par le vecteur V. Fait qu'on va en faire la preuve. Premièrement, la projection de U sur V, c'est parallèle à V. Donc, ça signifie que la projection de U sur V, c'est un multiple de V. Donc, c'est K fois V pour un scalaire K inconnu pour l'instant. Deuxième chose, on nous dit que la différence est orthogonale à V. Et donc, ça signifie que le produit scalaire doit donner 0. OK, maintenant, je peux remplacer ceci par KV. Donc, je remplace ça par KV. Et puis ensuite, je distribue. Donc, ça me fait U fois V moins K fois VV qui donne 0. Donc, U fois V est égal à K fois VV. Et donc, K, c'est le produit scalaire sur le carré de la norme. Fait qu'il ne me reste plus qu'à remplacer K par la valeur que j'ai trouvée. Donc, je remplace K, puis ça me donne exactement la formule qui était dans le théorème. OK, il y a un corollaire de ces théorèmes-là. C'est que la norme de la projection de U sur V, c'est la valeur absolue du produit scalaire divisé par la norme de V.
On démontre ça de la façon suivante. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la norme de la projection de U sur V. La projection de U sur V, c'est ce qu'on a trouvé dans le théorème précédent. Maintenant, bon, encore une fois, la notation est un peu lourde, mais il faut se souvenir que cette fraction-là, c'est un scalaire. Donc, je peux la sortir de la norme, mais si je la sors, je dois mettre des valeurs absolues. Ok, j'ai des valeurs absolues sur une fraction, donc je peux distribuer ça sur numérateur et dénominateur. Mais bon, au dénominateur, j'ai un carré, donc c'est positif, donc je n'ai pas besoin de mettre la valeur absolue. Donc, il me reste ceci. Donc, ça me fait 3 scalaires. Ici, j'ai un scalaire au numérateur, un scalaire au dénominateur, et cette norme-là est aussi un scalaire. Mais c'est le même scalaire, norme de V, que ici au dénominateur. Donc, je peux en simplifier un avec le dénominateur. Ça me donne ça. Et donc, c'est la fin de la preuve du corollaire. OK, on applique ça dans un exemple tiré de la physique. Supposons qu'à un moment donné, le vecteur vitesse d'une particule soit 1, moins 2, 3 mètres par seconde, et que son vecteur à l'accélération soit 2, 2, 1 mètre par seconde carré. On désire calculer l'accélération tangentielle, qu'on va noter, AT, donc c'est un vecteur, et l'accélération radiale AR. OK, donc reprenons. Ici, j'ai la trajectoire de ma particule. À un moment donné, la particule est à ce point-là. Son vecteur vitesse, c'est le vecteur bleu ici. Et son accélération, c'est le vecteur vert. Donc, quand on parle de l'accélération tangentielle, c'est AT ici qui est parallèle à V. Et l'accélération radiale, c'est AR qui est perpendiculaire à V. Maintenant, AT et AR, ce sont en quelque sorte les deux composantes de A. C'est pas tout à fait des composantes parce que c'est vectoriel, mais la somme des deux, la somme de ces deux vecteurs-là, la somme vectorielle, va me donner A. Donc clairement, c'est un problème dans lequel la notion de projection orthogonale va être utile. Donc pour calculer AT, on va projeter le vecteur A sur le vecteur V. Donc AT, c'est la projection de A sur V. Donc je rappelle comment on fait ça, c'est le produit scalaire divisé par le carré de la norme de ce sur quoi on projette, multiplié par le vecteur V. Donc, rendu là, ben, c'est juste un calcul, produit scalaire des deux carrés du vecteur sur lequel on projette, etc. Ça nous donne notre vecteur AT, l'accélération tangentielle, donc qui est parallèle à V, 1 quatorzième, moins 2 quatorzièmes, 3 quatorzièmes, mètres par seconde carré. Maintenant, pour trouver l'accélération radiale, AR en jaune, faut se souvenir que A est égal à AT plus AR, donc je peux isoler AR, c'est A moins AT. Je connais A, c'est donné dans l'énoncé de la question. AT, ben, je viens juste de le calculer, donc je peux faire la différence, et donc ça me donne cette réponse-là, qui est en mètres par seconde carré. OK, dernier exemple. On nous donne les trois sommets d'un triangle, un triangle ABC, A de coordonnées 1, 2, 3, B de coordonnées 4, 8.3, C de coordonnées 6, 3, 2. Et on cherche ce qui s'appelle le pied de la hauteur issue de C. Donc si je trace la hauteur comme ceci, qui est perpendiculaire à la base AB, donc ça ici, le point D, c'est ce qu'on appelle le pied de la hauteur du triangle issu du sommet C. Fait qu'on cherche les coordonnées de ce point-là. Donc l'idée est la suivante. Pour trouver les coordonnées de D, on se place sur le point A. L'idée, c'est de lui ajouter le vecteur AD. Okay, maintenant, qu'est-ce que le vecteur AD, puisqu'on ne connaît pas D? C'est difficile de trouver AD. En fait, pour trouver AD, on utilise le vecteur AC qu'on projette sur le vecteur AB. Donc, si je regarde la projection de AC sur AB, ça me donne AD. Donc, j'ai à faire cette projection-là. Donc, la formule, c'est le produit scalaire divisé par le carré de la norme de ce sur quoi on projette. Et on multiplie par le vecteur AB. En passant, une erreur qu'on voit souvent, c'est l'oubli du carré ici. Je ne sais pas exactement pourquoi. Si on ne met pas de carré, d'ailleurs, ça fait plein de racines, donc c'est beaucoup moins joli, mais
c'est ça, la formule est fausse en plus, si on nommait, en plus d'être pas jolie, elle est fausse. Donc, essayez de ne pas faire cette erreur-là en examen. Ça prend un carré ici. OK, donc pour calculer AC, on connaît A et C, donc c'est C moins A. Pour calculer le vecteur AB, on fait B moins A, etc. Et donc ça nous donne ces coordonnées-là pour le point D. Les coordonnées 2, 4 et 1. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.